avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, cette fois c'est sûr, c'est la fin de l'été, on trouve de la pluie partout. Et quand on parle de régime, ce n'est plus celui qui sert à être belle en maillot. Il suffit de regarder les unes de Libération et du Figaro. Le titre est le même, crise de régime. Sur le Figaro, gros plan de François Hollande, lunettes embuées de gouttes d'eau et regard perdu dans le vide. Libération a choisi une photo plan large, le président seul dans les embruns de dos, sur cette terre celte, comme un lointain écho de la solitude du général de Gaulle sur la terre irlandaise. Souvenez-vous de cette photo après le référendum perdu. Sauf qu'en matière de comparaison avec le général, c'est la une du Monde qui achève François Hollande. Pas dans le titre, très classique. Valls change de gouvernement pour sortir de la crise politique, avec en photo le Premier ministre, le menton levé, l'air martial, tandis que derrière lui, le président semble regarder ailleurs en attendant que ça passe. Non, c'est en dessous qu'il faut regarder. Le dessin de Plantu qui donne le coup de grâce, De Gaulle rendant hommage à Paris libéré, et François Hollande juste à côté, de plus en plus petit dans les habits du général jusqu'à y disparaître. Le Parisien, lui, s'indigne. Quel spectacle! Et l'opinion se moque. La majorité perdue de Hollande. Mais là aussi, tout est dans le dessin, celui de CAC. Hollande et Valls sur la galère France, avec figure de proue en coq gaulois. Manuel Valls constate: on commence à avoir un déficit de rameurs du côté gauche. Et conséquence naturelle, vous imaginez, la galère tourne en rond. Alors, développons, Natacha, cette crise gouvernementale, puisque ça fait quand même une énorme partie des journaux ce matin. Mais oui, coup de théâtre et coup de ballet, résume Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Et ce matin, vous aurez partout le récit de la folle journée où François Hollande a pris une décision. La vexation du président devant les moqueries de son ministre de l'économie, l'ultimatum de Manuel Valls sur le mode « c'est lui ou moi ». Il fallait convaincre le caramel mou, assure un de ses proches dans Le Parisien. Oui, ça vous donne une idée du prestige de la fonction présidentielle dans les hautes sphères de l'État. Et puis les commentaires du PS. On est chez les fous. Dans Libération, ça donne de la part d'un ministre. On a réussi à aboutir à un résultat que personne ne voulait. Et puis on a l'habituel jeu des anonymes qui plaident pour leur camp. Montebourg a joué comme un enfant, il s'est planté. À la fin, les Français ne trieront pas entre ceux qui étaient pour ou contre le pacte de responsabilité. Ils diront la gauche a réussi ou la gauche a échoué. C'est signé dans l'IB d'un porte-flingue de Manuel Valls, pour qui le contenu du mot gauche ne semble pas le problème principal. D'ailleurs, dans l'Opinion ou le Figaro, on rappelle l'histoire des démissions fracassantes, celle de Jacques Chirac, un 25 août justement, mais aussi la vieille opposition. Franck Ferrand, il nous rappelait ça ce matin Aujourd'hui l'Histoire, 6h25 sur Europe 1. Et aussi, donc, ce qui revient très souvent, la vieille opposition entre première et deuxième gauche, incarnée par Mitterrand et Rocard. Au point que les Échos se réjouissent de ce qu'ils interprètent comme une clarification idéologique. Du MEDEF à Jacques Attali, nous dit le journal, c'est le soulagement, on va pouvoir réformer. Mais comme le résume un Hollandais dans Libération, les institutions de la Ve République sont extraordinaires pour tenir. Par contre, ce n'est pas avec elles qu'on donne de l'espoir. Et sans espoir, notre électorat ne suit plus. Mais on finit par se demander si ça a tant d'importance, non seulement aux yeux des chantres de la réforme, mais aussi de toute la classe politique, puisque le Figaro nous raconte surtout comment la droite prie en secret pour qu'il n'y ait pas de dissolution. Et dans son éditorial, Alexis Brézet rappelle le dicton des marins que François Hollande aurait peut-être dû méditer avant d'aller rendre hommage aux pêcheurs résistants de l'île de Saint. Qui voit Saint, voit sa fin. Bon, alors heureusement, Natacha, il n'y a pas que de la politique politicienne dans les journaux aujourd'hui. Non, Le Monde consacre une page à la victoire juridique d'éleveurs ovins qui refusaient de se plier à l'injonction préfectorale d'équiper leurs bêtes en puces électroniques. Oui, quand vous passerez près d'un troupeau de moutons, vous saurez désormais que ces petites bêtes doivent être gérées par logiciel. Question, paraît-il, de traçabilité. Dans une France où les petites exploitations à moins de 200 bêtes représentent 75% des élevages, on refuse ce qui ressemble à un cheval de Troie pour l'industrialisation de l'agriculture. D'autant que les puces dans les élevages de chevaux n'ont absolument pas empêché le scandale des lasagnes au cheval. Mais par ces puces, on pourra gérer l'alimentation, la santé des bêtes. On n'a pas choisi d'être berger pour finir derrière un ordinateur, dit un éleveur dans Le Monde. Un éleveur qui pose une question éthique, celle du contrôle du vivant par l'informatique. L'élevage traditionnel, qu'il faut bien distinguer de la production industrielle de matière animale, implique un lien affectif qui nous relie à un monde charnel fini, à l'idée de la mort et à la responsabilité. Ça, c'est le discours d'une sociologue. Alors certes, c'est moins rassurant qu'un ordinateur, mais ça s'appelle la vie. La vie dans un monde de méchants. Il y a trop de méchants, il paraît. Oui, et là, je ne vais pas de nouveau vous reparler politique, rassurez-vous, c'est le sujet du dossier de Technicart. 7 milliards de haters. Pourquoi sommes-nous si méchants? En fait, le magazine s'intéresse à ces phénomènes de haine qui deviennent une posture dans les médias et les réseaux sociaux, mélange de désidéologisation et de moralisme. Alors l'avantage, c'est que certains résistent au moralisme. Par exemple, l'écrivain Bret Easton Ellis, vous savez, l'auteur de ce
ce roman American Psycho, et qui publie dans le Vanity Fair du mois de septembre un texte pour s'en prendre à ce qu'il appelle la génération chochotte. C'est très drôle, hein. La génération chochotte, c'est les jeunes gens qui ont eu 20 ans dans les années 2000, alors niais, incapables d'assumer le conflit et la complexité du monde, obsédés par l'image qu'ils renvoient d'eux, est-ce qu'ils ont des commentaires positifs? Eh bien, figurez-vous que le romancier s'est aussitôt fait insulter sur les réseaux sociaux et traité de hater, de méchant. Mais oui. To hate en anglais, Julie? Haïr. Eh oui, c'est ça, détester. On termine avec Libération. Vous avez trouvé une page un peu décalée, on va dire. Oui, et c'est toujours d'ailleurs si vous ne voulez pas parler de politique, mais vous lisez cette page surréaliste de Libération sur la buvette du Sénat. Oui, une pleine page. Alors rassurez-vous, on y parle très très peu de choix idéologiques, puisque à la buvette du Sénat, on se met d'accord sur un vote autour d'une viennoiserie, on y lit des amitiés sur des questions de généalogie. Figurez-vous que Jean-Vincent Placé, par exemple, a de cette façon flatté l'ego d'Emery de Montesquieu. Bref, on est entre soi, l'ambiance est feutrée et les deniers publics généreux, ça s'appelle du compromis, c'est beau. Quand on disait que le Sénat ne servait pas à grand-chose, mais si, voyez-vous. Alors, une bonne idée, on envoie Manuel Valls et Arnaud Montebourg au Sénat, ils vont se réconcilier tout de suite. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.